Cela devait arriver tôt ou tard. Après près de 4 ans d'une guerre dans laquelle la principale tactique de la Russie au sol a consisté à envoyer soldat après soldat contre les défenses de l'Ukraine, les effectifs deviennent un problème. Une nation ne peut endurer qu'une certaine quantité de morts avant que cela n'endommage sa propre capacité à mener la guerre qu'elle a commencée, et la Russie se retrouve au point de bascule. Trop de ses citoyens sont morts en Ukraine. Et maintenant, le taux de mortalité de la Russie n'est pas soutenable. Ce qui était déjà la plus grande crise à laquelle la Russie fait face vient d'empirer fortement. Et le pays doit désormais composer avec un avenir possible dans lequel il n'aura pas assez de personnes pour son armée ni pour la Russie elle-même. Pour la Russie, la guerre en Ukraine est devenue une machine à tuer et ses taux de mortalité s'envolent à des niveaux jamais vus auparavant. Nous faisons tourner cette chaîne avec des moyens très limités. Aidez-nous à atteindre 1000 abonnés pour débloquer la monétisation et améliorer la qualité ainsi que la régularité des vidéos. Si vous voulez des mises à jour rapides et claires, abonnez-vous. Al Jazeera a fait état de ce problème dans un article du 8 janvier dans lequel il a relayé des commentaires du président ukrainien Volodymyr Zelensky ainsi que du commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrsky. Tous deux ont noté que les 3 derniers mois de 2025 avaient vu la Russie perdre un nombre croissant de soldats, laissant entendre qu'une défense ukrainienne déjà très efficace, inflige désormais des pertes si catastrophiques que la Russie ne peut plus les supporter. Les commentaires de Zelensky révèlent que le taux de mort russe augmente d'environ 5000 soldats par mois depuis octobre 2025. En décembre, 35 000 occupants ont été éliminés, et cela s'était confirmé par des images vidéo, a affirmé Zelensky dans son allocution du soir du 5 janvier. En novembre, il y en a eu 30 000 et en octobre, 26 000 occupants éliminés, a ajouté Zelensky. Il convient de souligner que ces chiffres concernent les morts russes et non les pertes casualties russes. Pour contexte, Ukrinform a rapporté en janvier 2025 que décembre 2024 avait très probablement été jusqu'alors le mois le plus coûteux de la guerre pour la Russie. Ce mois-là a vu la Russie subir 48 670 pertes, mais ce chiffre inclut les blessés de guerre. Les décès auraient été bien plus faibles que ceux observés au cours du même mois un an plus tard. Et c'est la grande différence qui a un impact massif sur la Russie. Ces soldats sont de plus en plus tués plutôt que blessés. Cela signifie qu'ils ne peuvent plus retourner sur le champ de bataille une fois rétablis et à plus long terme plus de morts. Signifie moins de personnes qui reviendront en Russie lorsque la guerre en Ukraine sera terminée. Ce dernier problème viendra aggraver un enjeu qui existe déjà, ce que nous expliquerons plus tard dans la vidéo. Syrsky a proposé une analyse similaire dans une publication sur les réseaux sociaux, même si son chiffre pour décembre 2025 était légèrement inférieur à celui de Zelensky. L'ennemi a perdu plus de 33 000 personnels en décembre. Ce chiffre n'inclut que les cas confirmés par vidéo, mais les pertes réelles des occupants sont plus élevées, a affirmé Syrsky. Toutefois, il a ajouté quelque chose qui sera extrêmement inquiétant pour la Russie. Selon Syrsky, décembre 2025 a été le premier mois où les unités de systèmes sans pilote des forces de défense ukrainiennes ont neutralisé à peu près autant de militaires de l'armée d'occupation que la Russie en a conscrits en un mois. Qu'est-ce que cela signifie ? La Russie a désormais atteint le point où ses forces en Ukraine vont commencer à diminuer activement. Du moins, ce sera le cas si l'Ukraine maintient les niveaux de réussite meurtrière qu'elle a affichés en décembre 2025. Les chiffres ne sont désormais plus soutenables car la Russie ne peut plus faire entrer en Ukraine plus de troupes qu'elle n'en perd chaque mois. Les chiffres étayent cette affirmation, du moins si vous croyez le chef du renseignement militaire ukrainien Kirilo Budanov. Al Jazeera rapporte qu'il a déclaré que le recrutement mensuel moyen de la Russie était de 33 583 en 2025 et que l'objectif de la Russie est de porter cette moyenne à 34 083 en 2026. Aucun de ces deux chiffres ne suffit à soutenir les 35 000 morts russes que Zelensky affirme que l'Ukraine inflige désormais aux forces russes, et cela crée une situation intenable pour Poutine. Quant aux raisons pour lesquelles cela se produit, une partie de l'explication a probablement à voir avec la détermination aveugle de Poutine à s'emparer de la ville de Pokrovsk, dans l'oblast de Donetsk, ainsi que de plusieurs autres localités clés en Ukraine,
À Pokrovsk, seule, la Russie a amassé jusqu'à 156 000 soldats, a déclaré Al Jazeera le 11 décembre. Lorsque davantage de soldats attaquent une ville, un taux de mortalité plus élevé est attendu surtout lorsque ces soldats reçoivent l'ordre de charger constamment des défenses qui les fauchent par vagues. Cependant, c'est loin d'être la principale raison pour laquelle plus de soldats russes meurent que jamais auparavant. Le facteur majeur derrière les chiffres délirants que Zelensky et Syrski ont partagés, ce sont les drones que l'Ukraine fabrique en quantité toujours plus élevée. Zelensky le suggère à la fois dans le commentaire que nous avons déjà partagé et dans une autre déclaration qu'Al Jazeera a rapportée le 19 décembre. Poutine dépense environ 30 000 vies de soldats au front chaque mois. Pas blessés, 30 000 tués chaque mois. Nous avons des images de drones confirmant ces morts, a déclaré Zelensky. L'implication, c'est que ces images de drones sont capturées par des drones à vue à la première personne first person view, alors qu'ils enregistrent ce que voient leurs opérateurs lorsque ces drones touchent directement des combattants russes. En effet, l'Ukraine encourage activement ses opérateurs de drones à obtenir autant de mises à mort que possible avec leurs drones via un système gamifié qui leur permet de gagner des points pour chaque mise à mort. The Guardian a rapporté cette initiative en novembre, notant qu'elle avait été lancée plus d'un an auparavant et que les soldats qui s'y inscrivent gagnent des points qu'ils peuvent échanger sur la place de marché Brave One de l'Ukraine contre davantage de drones et de véhicules autonomes. En août, 95 unités de drones participaient à ce système de place de marché selon The Guardian. En novembre, le nombre était passé à 400 unités. Aussi brutal que cela puisse paraître, transformer les morts infligées par des drones en jeu semble avoir eu un impact énorme sur les chiffres de mises à mort que l'Ukraine rapporte désormais. Au-delà de l'incitation aux mises à mort par drone, l'Ukraine produit aussi plus de drones que jamais, et elle a la capacité d'en construire encore davantage qu'elle ne le fait déjà. Politico a noté dans un article d'août 2025 que 2024 avait vu la Russie et l'Ukraine atteindre le point où chacune pouvait produire un nombre stupéfiant d'1 500 000 drones à vue à la première personne par an. Les deux pays ont appelé à une augmentation massive de la production de drones à vue à la première personne pour 2025 et l'Ukraine au moins a réussi. Le général américain à la retraite David Petraeus l'a souligné, notant que la seule chose empêchant l'Ukraine d'inonder totalement les lignes de front de plus de drones à vue à la première personne qu'elle n'en a déjà était l'argent. Les drones ici ne sont pas seulement à la pointe de la technologie, ils sont à la toute extrême pointe, a affirmé Petraeus lors du Kyiv Security Forum en mai. Avec plus d'argent, l'Ukraine pourrait produire 4 à 5 millions de drones cette année. On ne sait pas si l'Ukraine a atteint cet objectif ambitieux en 2025, même si elle aura une bien meilleure chance d'y parvenir en 2026. C'est parce que les dirigeants de l'Union européenne ont accepté d'accorder à l'Ukraine un énorme prêt de 105 milliards de dollars, l'argent provenant d'emprunts de l'Union européenne, afin d'alléger les difficultés financières devenues de plus en plus apparentes pour l'Ukraine en 2025. Ces difficultés étant atténuées, l'Ukraine aura l'occasion d'investir plus lourdement dans la production de drones, ce qui signifie au final que les énormes chiffres de mises à mort rapportés pour les 3 derniers mois de 2025 pourraient n'être qu'un point de départ plutôt qu'un sommet. L'Ukraine s'est également préparée à augmenter sa production via ses processus d'homologation de drones. Le 5 janvier, RBC Ukraine a rapporté que le ministère ukrainien de la Défense avait approuvé plus de 1300 nouveaux modèles d'armes fabriqués en Ukraine, dont plus de 550 approbations concernaient des véhicules aériens sans pilote. Cela signifie que l'Ukraine construit non seulement plus de drones en termes de volume, mais développe aussi davantage de types de drones, chacun apportant ses propres innovations susceptibles d'être utilisées sur le champ de bataille. United 24 Media a également publié un article intéressant sur le succès des drones ukrainiens durant la seconde moitié de 2025. Cet article montre une hausse similaire des mises à mort par drone à celle rapportée par Zelensky et Syrski. En juillet, l'Ukraine a enregistré 16 262 frappes de drones. Ce chiffre avait plus que doublé pour atteindre 33 019 en décembre. Les 3 derniers mois de 2025 à eux seuls ont vu l'Ukraine toucher jusqu'à 100 000 soldats russes avec des drones selon le média. Et l'Ukraine prévoit d'atteindre des chiffres encore plus élevés en 2026.
si l'Ukraine réussit ses drones, feront de quoi non seulement maintenir des niveaux déjà insoutenables de pertes pour l'armée russe, mais aussi amplifier ces pertes. La réponse de la Russie à tout cela a été assez typique, ignorer, détourner et se vanter. Al Jazeera rapporte des affirmations de l'Institute for the Study of War selon lesquelles novembre a vu la Russie commencer à fournir aux unités de réserve avancées de la région frontalière de Belgorod des équipements lourds, notamment des véhicules tout-terrain, des obusiers et des armes thermobariques. Ce n'est pas un exploit aussi impressionnant qu'il y paraît, comme l'explique l'Institute for the Study of War. Les unités de défense territoriale de réserve chargées de protéger les infrastructures critiques à l'arrière n'ont pas besoin de tels équipements lourds adaptés aux opérations offensives. La Russie crée les conditions pour déployer des réservistes actifs de l'oblast de Belgorod pour des missions de combat. En d'autres termes, des réservistes qui n'étaient pas censés entrer en Ukraine, du moins pas de sitôt, sont désormais préparés à être poussés vers les lignes de front. C'est probablement parce que la Russie a besoin de ses troupes pour remplacer celles qu'elle perd à des niveaux records. L'Ukraine surveillera probablement cette situation de près car le départ des réservistes de Belgorod créera des opportunités pour de futures frappes et peut-être même une contre-invasion similaire à celle menée contre Koursk en août 2024. Après tout, une région frontalière mal protégée est une cible plutôt attractive. Ainsi, la Russie peine maintenant à remplacer les soldats qu'elle perd par de nouvelles recrues. Cependant, ces problèmes d'effectifs vont encore plus loin que cela. Dans un article du 8 janvier, Euromaidan Press affirme que la Russie se retrouve face à un choix extrêmement difficile. Soit elle travaille à reconstituer ses pertes sur le champ de bataille, ce qui lui permet de maintenir son niveau d'offensive en Ukraine. Soit elle accepte qu'elle perd plus de soldats qu'elle n'en recrute et se concentre plutôt sur la constitution des réserves stratégiques qu'elle veut bâtir. Ce doit être l'un ou l'autre en raison des taux de mise à mort massifs de l'Ukraine et il semble plus probable que les réserves souhaitées par Poutine subiront le plus gros des défis d'effectifs auxquels la Russie est désormais confrontée. En fait, c'est déjà le cas. Au début de 2025, la Russie avait de grands projets de création d'un grand nombre de nouvelles divisions et brigades, vraisemblablement parce qu'elle croyait que ses pertes en Ukraine seraient suffisamment soutenables pour le permettre. Comme cela a si souvent été le cas pendant la supposée opération militaire spéciale, la Russie a massivement sous-estimé les capacités de l'Ukraine ainsi que la capacité de ses soldats à la fois de maintenir et d'amplifier le taux massif de pertes que la Russie a subi en 2024. Euromaidan Press indique qu'un observateur militaire ukrainien, Kostiantin Machovets, a expliqué l'impact des pertes russes sur son souhait de créer de nouvelles unités. Sur les 17 divisions de manœuvre et jusqu'à 9 brigades que la Russie prévoyait de créer en 2025, elle n'a pu en créer que 4. Pas 4 de chaque. 4 au total sur les 26 divisions et brigades prévues. Et celles qu'elle a créées se sont révélées bien plus faibles qu'elles n'auraient dû l'être. Les nouvelles formations comprennent les 68e et 71e divisions de fusiliers motorisés sous le district militaire de Leningrad et 2 divisions d'infanterie navale converties à partir des unités 155e et 336e des flottes du Pacifique et de la Baltique, respectivement. Écrit Euromaidan Press avant d'ajouter « Selon Machovets, ces unités ne sont probablement pas dotées de leurs effectifs doctrinaux et semblent structurellement affaiblies. Ce qui manque à ces divisions, ce sont l'artillerie, les défenses aériennes, les composantes logistiques et le blindage lourd. La Russie équipe à la place ses soldats avec des véhicules légers, rapporte Euromaidan Press en attribuant ses propos à Machovets. Cela a un impact sur le champ de bataille. Avec peu de blindage, les assauts menés par une infanterie majoritaire que la Russie conduit contre les défenses ukrainiennes sont plus facilement fauchés par des drones, ce qui conduit probablement à l'échelle de morts que Zelensky et Syrski rapportent. La Russie a un besoin urgent d'un surplus pour créer les divisions qu'elle voulait créer, et ce surplus ne vient tout simplement pas. Machovets affirme que la Russie aura besoin de 70 000 soldats supplémentaires pour créer les 17 divisions qu'elle avait l'intention de former en 2025. Les brigades en exigeront encore davantage. Cela aurait déjà été une tâche difficile plus tôt dans la guerre en Ukraine. Maintenant que la Russie perd autant de soldats, voire plus qu'elle n'en recrute, il semble presque impossible qu'elle puisse s'approcher d'un véritable objectif de constitution d'une réserve stratégique solide. On le voit déjà dans la situation de Belgorod mentionnée plus haut, où des réservistes sont préparés à combattre sur les lignes de front.
Bien sûr, la Russie pourrait simplement recruter plus de soldats, sauf que cela devient beaucoup plus difficile pour la Russie aussi. Le 22 octobre, The New Voice of Ukraine a rapporté une affirmation du renseignement militaire ukrainien, selon laquelle la Russie commençait à peiner à recruter de nouveaux soldats depuis certains de ses points de sélection. Par exemple, les points en Yakoutie n'avaient réussi à recruter en moyenne que 40% des soldats que le Kremlin leur avait demandé de recruter. Des manques similaires ont été observés dans l'extrême-orient russe de New Voice of Ukraine, indiquant qu'une combinaison de l'ampleur des morts sur le champ de bataille et de la faible rémunération proposée y contribuait. Ce dernier point peut sembler étrange, étant donné qu'il existe de nombreux rapports sur la Russie, offrant à ses soldats des sommes exorbitantes, à la fois sous forme de salaires annuels et de primes à l'engagement pour rejoindre son armée. Cependant, des indices suggèrent que la cagnotte russe s'épuise. 5 jours après le rapport de The New Voice of Ukraine, Radio Free Europe, Radio Liberty a noté que plusieurs régions russes avaient drastiquement réduit les primes de signature qu'elles offrent aux soldats potentiels. Le Tatarstan et Samara figurent parmi ces régions, chacune voyant les paiements chuter de millions de roubles au minimum fédéral obligatoire de 400 000 roubles. À Samara, la prime d'engagement s'élevait à 3 600 000 roubles en janvier 2025, mais elle était tombée à 400 000 roubles en octobre. Pour contexte, cela correspond à une baisse d'environ 44 700 $ à environ 5 000 $ en environ 10 mois. L'argent a été un facteur de motivation majeur pour ceux qui se sont engagés dans l'armée russe au début de la guerre. Sans cela, la Russie a beaucoup plus de mal à recruter des soldats pour remplacer ceux qu'elle perd en masse en Ukraine. La situation est devenue si désespérée pour la Russie qu'elle recourt à des tactiques douteuses pour amener des soldats contractuels étrangers à s'engager dans le combat que Poutine a lancé. C'est ce qu'indique un reportage de Cable News Network du 25 novembre qui a relayé des commentaires du président kényan William Ruto. Il a exprimé ses inquiétudes au sujet de jeunes Kenyans qui ont été illégalement recrutés pour combattre dans la guerre, rapporte Cable News Network. Le même média a aussi indiqué que l'Afrique du Sud enquêtait sur des informations selon lesquelles 17 de ses ressortissants avaient fini par combattre en Ukraine, ce que les autorités sud-africaines n'ont appris que lorsque les soldats ont envoyé des appels de détresse dans lesquels ils demandaient de l'aide pour rentrer chez eux. La Russie a utilisé la coercition, la tromperie et parfois des pots de vin purs et simples pour mettre la main sur ses combattants étrangers. Les visas russes, les permis de séjour et la promesse de la citoyenneté russe ou la menace de les retirer sont devenus des outils clés pour la Russie alors qu'elle tente de recruter davantage de combattants, rapporte Cable News Network. L'approche du Kremlin semble consister à rendre ces avantages désirables disponibles en sachant que ceux qui mordent à l'hameçon finiront en Ukraine où ils mourront probablement ou seront capturés. Ainsi, la Russie a 2 problèmes qui affectent sa situation sur le champ de bataille en Ukraine. Elle perd désormais tellement de soldats que ses niveaux de recrutement actuels ne fournissent pas suffisamment de remplaçants pour soutenir ses pertes. Et le recrutement devient plus difficile en partie parce que l'argent s'est épuisé, amenant la Russie à recourir à des tactiques désespérées pour attirer des combattants étrangers sur le terrain. Ces tactiques pourraient ne pas tenir longtemps et elles ne semblent pas offrir un nombre de soldats qui approche ne serait-ce que de ce dont la Russie a besoin pour remplacer ces tués, sans même parler de construire les réserves que le Kremlin veut. Et cela empire. Les problèmes d'effectifs de la Russie deviennent un handicap stratégique en Russie, même ainsi qu'en Ukraine. C'est le point qu'a soulevé Paul Goble, Senior Fellow, à la Jamestown Foundation lors d'une interview du 7 janvier avec TVP World. Les pressions démographiques croisent désormais directement l'effort de guerre en Ukraine, soutient Goble, ce qui signifie que la Russie doit essayer de tirer autant qu'elle le peut de la population existante. Le mot « existante » est essentiel ici, car ce ne sont pas seulement des soldats que la Russie peine à remplacer. Ce sont des personnes en général, car les taux de fécondité ont chuté à environ un enfant par femme dans de nombreuses grandes villes russes, indique TVP World. Ce taux de natalité n'est pas assez élevé pour soutenir la population actuelle de la Russie, sans même parler de remplacer les pertes causées par la guerre en Ukraine que le ministère ukrainien des Finances estime à 1 215 900 et en hausse.
L'effondrement du taux de natalité en Russie est un problème depuis longtemps. En avril 2025, The Moscow Times a indiqué que le taux de natalité du pays avait chuté à un plus bas en 200 ans et que des baisses comprises entre 18% et 27% avaient été enregistrées dans certaines zones en janvier et février 2025. En décembre, IntelliNews a rapporté que le taux de natalité global de la Russie était de 1,4 enfants par femme et que Poutine avait utilisé sa conférence de presse annuelle de fin d'année pour appeler à des mesures capables de porter ce taux à 2 enfants par femme. Mettre fin à une guerre brutale qui tue des dizaines de milliers de Russes par mois, rendant l'idée même d'avoir des enfants intenable pour beaucoup serait un bon début. Mais cette mesure-là ne semble pas avoir traversé l'esprit de Poutine. Fait intéressant, les taux de natalité en Russie sont plus élevés dans les régions rurales et non russes du pays, explique Goble à TVP World. Cela crée un tout autre problème pour Poutine, car cela signifie que la Russie traverse un basculement démographique dans lequel les Russes de souche sont lentement remplacés par des personnes qui ne sont pas natives du pays. Goble dit que les pertes de population de la Russie pourraient dépasser 1 million de personnes par an au cours des décennies à venir, ajoutant que cela ne devrait surprendre aucun penseur logique. Il est très difficile de demander aux gens d'avoir 5 ou 6 enfants s'ils vivent dans un appartement d'une chambre, dit Goble en soulignant que la Russie souffre de pénurie de logements et de conditions de vie stagnantes qui aggravent l'incertitude causée par la longue guerre en Ukraine. Peut-être que cela signifie que les problèmes d'effectifs russes que nous voyons dans l'armée du pays sont un présage de ce qui est à venir. Il existe certainement des parallèles. Tant de Russes de souche sont morts dans la guerre de Poutine qu'il devient difficile pour le Kremlin d'en trouver d'autres, amenant ses recruteurs à s'appuyer davantage sur des soldats étrangers. De la même manière, les taux de natalité parmi les Russes de souche sont si bas qu'il semble que seuls les non-natifs s'approchent de remplacer le déficit causé par la baisse des taux. Aucun de ces problèmes ne semble réparable tant que Poutine poursuit la guerre brutale qui a déjà tant coûté à son pays. Cela suffira-t-il à convaincre Poutine d'arrêter ? Cela semble peu probable. Poutine semble plutôt se soucier peu de l'impact de sa guerre sur son propre peuple, peut-être parce qu'il pense qu'une conquête russe de l'Ukraine sera l'aspect déterminant de son héritage longtemps après sa disparition. De son côté, l'Ukraine sait à quel point le peuple russe souffre et elle accentue la pression. Un début d'année tonitruant a vu l'Ukraine mener un flux constant de frappes de drones à longue portée contre des cibles militaires et pétrolières russes.